C'est bon. commencer la réunion. Donc, comme je vous disais, donc, je suis gastro-entérologue et en fait, donc, une gastro-entérologue standard qui fait des examens digestifs et qui prend en charge des gens qui ont des problèmes digestifs depuis de nombreuses années. Mais depuis 20 ans, j'ai été formée à la technique des ballons gastriques à l'étranger à l'époque. Et cette technique, c'est quand même si elle n'est pas connue de tout le monde, c'est beaucoup développé pour aider les gens qui avaient des problèmes de poids, car les ballons ralentissant la vidange permettent de moins manger. Donc, ça fait 20 ans que j'en pose et du coup, je me suis ensuite de plus en plus intéressée à l'obésité, d'autant que je prends en charge les suivis et les bilans des patients qui se font opérer en chirurgie bariatrique, en chirurgie de l'obésité. Et j'ai aussi une équipe avec moi qui m'a rejoint au niveau diététique, au niveau psychologique et au niveau activité physique pour aider les gens à changer de comportement et de mode de vie pour que les techniques qu'on utilise donnent un résultat qui soit pérenne dans le temps. Et ensuite, les gens m'ont aussi beaucoup apporté parce que c'est devenu aussi un intérêt pour moi et les patients, finalement, au cours de toutes ces années, m'ont beaucoup apporté et j'ai pas mal évolué dans ma vision du surpoids et de l'obésité. Donc, je vous ferai partager au cours de cette réunion mes réflexions. Voilà. Donc, maintenant que je me suis bien présentée, on va passer donc à la description des techniques non chirurgicales pour perdre du poids, qui sont les ballons gastriques et la sleeve gastroplastie endoscopique, qui, alors que tout le monde connaît la chirurgie, qui sont les bypass, la sleeve gastrectomie, où on coupe l'estomac, on retire l'estomac à voir les allons gastriques, mais les gens connaissent beaucoup moins ces techniques. Alors, pourquoi ça ne veut pas... Je vais me remettre en... Donc, dans la première partie, je vais vous parler comment prendre en charge les patients. Dans une seconde partie, je décrirai les ballons gastriques, toute la technique, les éventuels effets secondaires, l'efficacité, comment ça marche, quoi. Ensuite, la sleeve gastroplastie. Et ensuite, le sujet essentiel, ce n'est pas un problème, c'est comment maintenir la perte de poids qu'on a acquise avec ces techniques. Donc, comment prendre en charge l'obésité? Alors, avant même de parler technique, je vous en parle, c'est qu'en fait, l'obésité, ça ne se résume pas simplement à ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au carré. Ce n'est pas la même chose de faire 1,90 m, 90 kg ou 1,60 m, 90 kg. En termes de risque cardiovasculaire, en termes de risque de cancer, en termes d'espérance de vie, en termes de problèmes pathologiques qui a l'obésité. C'est pourquoi on a défini cet indice. Et en fait, ça ne se résume pas à ça, le problème de l'obésité. L'obésité, ce n'est pas dû à un manque de volonté, c'est une maladie, en fait, qui est complexe, qui est chronique et qui dépend de plein de facteurs, de nombreux facteurs, notamment familiaux, voire génétiques, métaboliques, comportementaux, comment on a été élevé, comment, quand on vous disait finis toujours ton assiette, ça reste dans la vie après. Des facteurs culturels, quand on est d'origine maghrébine ou d'africaine, c'est pas du tout la même chose que si on est d'origine européenne, au niveau de ce qu'on aime manger, puisqu'on n'a pas été habitué de la même manière. Il y a des facteurs psychologiques, la nourriture doudou, très souvent, il y a souvent un rapport à la nourriture qui est lié au stress, et qui favorise les prises alimentaires, et des problèmes aussi environnementaux. C'est pourquoi que quand on a une prise en charge, elle doit être personnalisée. Elle doit recouvrir à la fois holistique, ça veut dire tous les facteurs psychologiques, comportementaux, activité physique, mais elle ne peut pas être, je vous donne une liste, manger des haricots verts. Ça, vous savez déjà, en général, vous l'avez fait des années et pour augmenter votre poids. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais il faut vraiment trouver quelqu'un qui, en face de vous, vous prenne en charge de façon personnalisée. Et Bérangère reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, quelle que soit la technique, il faut une prise en charge donc nutritionnelle et comportementale adaptée à vous, mais ça ne demande pas non plus d'y passer des journées, et reprendre une activité physique, je dis pas du sport, une activité physique adaptée à votre condition physique, votre emploi du temps, et tout ça pour éviter la reprise de poids à long terme. Alors, les techniques qu'on a, que ce soit les ballons gastriques ou la sleeve gastroplastie endoscopique, ce sont des starters. C'est des choses pour vous aider à démarrer. Vous êtes en souffrance, vous n'en pouvez plus, vous n'y arrivez plus. Tous les patients me racontent ça, j'en peux plus, j'ai fait des régimes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je ne fais que de prendre du poids et j'y arrive plus.
Donc, ça va être une aide pour récupérer un peu d'air, quoi. J'y arrive, enfin, j'y arrive, je perds du poids plus rapidement. Souvent, les régimes, vous perdez 3 kilos puis vous essoufflez. Là, ça va vous aider à aller beaucoup plus vite. Mais aussi à retrouver votre motivation. Et ça, c'est essentiel. Parce que cette motivation va vous aider aussi quand vous serez en même temps. Ces outils sont des béquilles pour être suivis par des professionnels et changer votre comportement. Donc, vous perdez du poids et en même temps, vous travaillez sur vos liens à la nourriture. Donc, modifier votre comportement alimentaire, reprendre une activité physique adaptée, comme je disais, gérer vos émotions nourriture, le rapport lien nourriture-émotion. Mais pour ça, il faut se faire aider. Quand on vient à un ballon ou à une slips, il est temps de se faire aider. Tout seul, vous n'y arrivez pas. C'est dur, quoi. Et c'est ça que j'ai expliqué à la passion. Ce n'est pas une technique, c'est je prends le sujet dans sa globalité. Et tout ça pour éviter, pour avoir une efficacité sur des années, pour ne pas reprendre. Ce n'est pas le énième régime de votre vie, quoi. Alors, avant toutes les procédures, que ce soit l'acide gastroplastie endoscopique ou les ballons gastriques, il est important d'avoir une évaluation avec votre médecin, le gastro-entérologue. Il va voir déjà si c'est une bonne indication, si vous n'avez pas de contre-indication, quels sont vos objectifs, quelle est votre histoire. Il va vous prescrire une prise de sang. Il va vous expliquer dans la technique ce que je vais vous faire tout à l'heure. Et la deuxième consultation, quand il va synthétiser toutes les informations, il est important aussi d'avoir une échographie abdominale parce que souvent, pas toujours, mais souvent, quand on est en surpoids, en obésité, surtout en obésité, on a parfois le foie gras et c'est important de le savoir pour contrôler quand on aura perdu du poids, que tout est rentré dans l'ordre. Il va vous envoyer voir après la première consultation son équipe et dans son équipe, il y aura la diététicienne pour le rééquilibrage alimentaire et comportemental qui va vous faire un bilan et parce que vous n'êtes pas la même personne que celle qui est venue avant en consultation, qui viendra plus tard. Les gens ont des problèmes de poids, mais pas forcément pour les mêmes raisons, du fait de cette complexité des causes du surpoids. Pour les techniques endoscopiques, comme pour la chirurgie, on vous recommande d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, non pas parce qu'on pense que vous êtes déprimé, ce n'est pas un ticket d'entrée pour aller faire une technique. C'est simplement que, comme il y a souvent un rapport émotion-nourriture, que vous preniez conscience que peut-être il y a des choses, si vous êtes grignoteuse et que vous grignotez dès que ça ne va pas, si vous remplissez au niveau des repas, que vous en preniez plus conscience et que vous arrivez à travailler sur ça, plus vous, qu'une autre personne qui aura un autre sujet. C'est plutôt une évaluation de votre rapport émotion-nourriture. Et puis de temps en temps, effectivement, il y a des problèmes plus importants de troubles du comportement alimentaire, mais ce n'est pas si fréquent. Et puis, c'est important de pouvoir aussi reprendre une activité physique. Donc, nous, on vous propose de faire un bilan avec ce qu'on appelle des APA. Les APA, c'est des gens qui sont des professionnels de santé. Ils sont des sportifs de haut niveau en général et qui ont fait un diplôme d'activité physique adaptée à la santé, donc ils connaissent bien les problèmes de santé. Ce n'est pas tout à fait pareil qu'un coach qui va juste vous faire des gestes. Si jamais vous n'avez pas fait du tout d'activité depuis des années, vous risquez de vous blesser. Donc ça, ils vont s'adapter à vos pathologies éventuelles, à votre condition physique. C'est mieux si on pouvait avoir affaire à eux. Après, il y a des coachs qui sont très bien. Alors, maintenant, je vais passer dans le vif du sujet. Les ballons gastriques, pour commencer. D'emblée, il y a plusieurs types de ballons gastriques. Il y a des ballons d'une durée de 4 mois, des ballons d'une durée de 6 mois et des ballons d'une durée de 1 an. Le ballon Orbera Medsil, ce sont deux ballons différents, mais c'est les mêmes en fait. Vous l'avez là, donc c'est le ballon une fois qu'il est gonflé. Et ça, c'est le ballon quand il n'est pas gonflé. Et ça, c'est le kit pour le retirer. Ces ballons sont posés par fibroscopie de l'estomac et gonflés avec du sérum physiologique, un liquide que l'on colore en bleu au cas où il y aurait une fuite. Bon, il n'y en a jamais, hein, cela dit. J'en ai vu une fois dans ma vie, je crois. Et en fait, ils durent 6 mois, ceux-là, et on les remplit entre 500 à 700 cc de liquide. En général, c'est 550, parce qu'au-delà, il y a plus d'effets secondaires dans les jours qui suivent, et parfois, on est obligé de retirer le ballon. Donc au début, en général, on laisse en général 550. Il y a un autre ballon qui aussi est assez ancien, c'est l'héliosphère Nutex. Ce ballon, il est en polyuréthane, ce n'est pas du silicone comme le précédent, et il est gonflé avec de l'air. Pendant 6 mois, 500 cc d'air, il est plus léger. L'intérêt au départ, c'était de dire, bah oui, il y aura moins de vomissements, moins d'effets secondaires.
Maintenant, comme on a un médicament assez efficace, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? J'en suis pas si sûre. Et puis, bon, ce ballon a quand même un problème avec la valve parfois, comme c'est de l'air, il a plus de risque de se dégonfler. Voilà, bon, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Et puis, vous avez le Spatz aussi, qui lui, par contre, dure 1 an, qui a un intérêt parce qu'il a un cathéter, là, effectivement, qui permet de l'ajuster. C'est-à-dire que si vous êtes trop malade, suite à la pose du ballon, on peut retirer du liquide si on en a mis, admettons, 700 cc, on peut retirer 200. On peut, au bout de 6 mois, rajouter du liquide pour que les soies se réadaptent, je reviendrai un peu là-dessus. Et donc, il est ajustable, il dure 1 an. Donc, c'est intéressant aussi. Après, parfois, du fait de ce cathéter, il peut y avoir des irritations. Donc, ça arrive de temps en temps. Celui qui a maintenant se développé énormément sur le marché, c'est le ballon Orbera 365 qui, lui, a une durée de 1 an. Alors, il n'est pas ajustable, mais il dure 1 an. Et c'est vrai que c'est celui qu'on pose le plus maintenant. Il est rempli avec du liquide. Et puis, le petit dernier, qui est très intéressant aussi, c'est un ballon, il est très intéressant sur le plan technique et sur le plan conception, c'est vous avalez la capsule, c'est une capsule là, que vous avez qui est reliée à un cathéter, il faut l'avaler avec le cathéter et après on gonfle le ballon et on largue le cathéter sous contrôle radiologique. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, il se pose sans endoscopie, donc il n'y a pas d'anesthésie, donc ça, pour un certain nombre de gens, c'est intéressant. Et il a une valve ici que vous voyez, et cette valve, elle va s'ouvrir toute seule au bout de 4 mois. Donc on ne le retire pas par endoscopie. Donc c'est un ballon que vous avalez, contrôle radiologique, on le gonfle, ok, vous repartez en externe, pas d'hospitalisation, pas de même d'ambulatoire, et il part au bout de 4 mois. Mais il dure 4 mois. Donc voilà, après, il faut voir si dans votre cas, 4 mois, c'est bien. Sachant qu'on perd souvent le plus les 4 premiers mois. Mais après, il faut tenir compte aussi combien de temps vous avez besoin de béquilles, d'une béquille pour vous aider à changer de comportement. Et ça, c'est lors de la consultation avec vous que le médecin avec vous décide ensemble de la durée du ballon qui, dans votre cas à vous, est la meilleure, la plus recommandée. Et puis, il y a aussi le problème du prix, parce que les prix ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Alors, à qui s'adressent les ballons? Les ballons s'adressent aux gens qui sont en surpoids et ou en obésité. Comme je vous disais, on détermine l'indice de masse corporelle par le poids divisé par le carré de la taille. Il faut, moi, avoir un indice de masse corporelle supérieur à 27. Et on est en surpoids là. Ensuite, à partir de 30, on dit que c'est l'obésité. Bon, c'est des termes, enfin bon, voilà. Et jusqu'à 40, en général, c'est de 30 à 40. Par contre, quelqu'un qui aura un IMC supérieur à 40, qui pourrait bénéficier de la chirurgie de l'obésité, et qui ne veut pas se faire opérer, on ne va pas lui dire non. Mais il faut qu'il sache quand même qu'avec un ballon, on perd moins en termes de quantité en 1 an qu'avec une chirurgie où on coupe l'estomac ou si on fait un bypass. Donc, il y a du boulot derrière, il faut vraiment un suivi à côté, il faut avoir des objectifs adaptés à l'outil que vous choisissez, qui sont moins grands, moins importants en termes de poids sur 1 an. Chirurgie, 40 kilos en 1 an, on perd. Ballon, plutôt 20. Vous voyez, donc, c'est pas tout à fait le même outil. Mais si on est bien suivi, si on a un déclic, voilà. Puis après, si jamais ça ne marchait pas, on revoit le problème. Et puis, c'est quand même aussi les ballons, des choses qu'on pose aux gens, pas tiens, j'ai un mariage, je voudrais perdre 5 kilos. Non, c'est des gens qui ont déjà fait pas mal de prise en charge, tout seuls, régime hyperprotéiné, Weight Watcher, ou avec des professionnels de santé, pas mal de régimes et beaucoup de yo-yo. C'est-à-dire qu'ils perdent et reprennent. Et puis, ils montent progressivement du surpoids à l'obésité. Il ne faut pas avoir aussi, c'est un sujet, j'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont parce que la chirurgie, c'est un peu comme nos techniques. Si on ne se fait pas aider dans le long cours, on risque de reprendre. Donc, il y a des gens qui ont déjà été opérés de chirurgie de l'obésité, parce qu'ils avaient un IMC supérieur à 40, justement, ils ont perdu. Et puis, malheureusement, ils ont eu soit un anneau gastrique, soit une sleeve gastrectomie, soit un bypass, mais ils reprennent du poids. On ne peut pas poser de ballon après quelqu'un qui a été opéré de l'estomac. Ce n'est pas possible parce qu'il y a un risque de perforation vu qu'il y a une cicatrice. Donc, il ne faut pas le faire quand on a déjà été opéré de chirurgie. Alors, comment ça marche? Les ballons que je vous ai cités, sauf le petit ellipse, sont introduits. Je vous avais montré le ballon dégonflé là sur une image, par endoscopie, on l'introduit et on le gonfle en regardant sur écran par endoscopie.
Et donc, on contrôle tout, en fait. Ça dure un quart d'heure, en général. Hein. Vous êtes endormi, bien sûr. Intubé, c'est mieux. Les anesthésistes en général préfèrent. Il y a une consultation d'ostéo préalable, bien sûr. Et la procédure n'est pas très compliquée, en général. Et une fois qu'il est gonflé, le ballon, on va le larguer le cathéter et il va être flotté librement dans l'estomac. Le ballon est libre, celui c'est différent. Petite capsule, je vous l'ai montré, vous l'avalez, on contrôle en radio qu'elle est bien dans l'estomac, on le gonfle, ce contrôle radiologique, on le largue et vous repartez. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, le ballon a un effet starter, il ralentit la vidange des aliments, c'est son principal effet. Les gens me disent, ah oui, non, le ballon, il va me bloquer tout, je ne vais plus manger, il est gros. L'estomac est un muscle, c'est un petit peu comme l'utérus pour les femmes qui ont des bébés. Il se dilate quand vous mangez, il se dilate quand on injecte de l'air pour voir en endoscopie, puis une fois que vous êtes à jeun, le muscle se referme. Un utérus, un bébé, il grossit, après il redevient petit. C'est pareil. Donc en fait, le principal but des ballons, c'est de ralentir la vidange, c'est-à-dire que vous êtes rassasié pour des quantités moindres parce qu'il y a plus de nourriture qui reste dans le ballon plus longtemps, et dans l'estomac plus longtemps. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors, vous avez une sensation de plénitude gastrique et vous vous retrouvez comme les gens qui n'ont pas le problème de poids. Ah là, je ne vais pas manger plus parce que ça ne va pas le faire. Et puis, ça vous permet de rééduquer votre satiété. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est un effet temporaire. Petit à petit, l'estomac, par sa compliance, par son élasticité, l'estomac va s'adapter au ballon et progressivement, il sera moins efficace. Mais il restera efficace jusqu'au bout parce qu'il faut faire un régime spécifique pour le retirer, même après un an. Donc, l'effet temporaire, 4 à 12 mois suivant la durée du ballon, enfin, d'utilisation du ballon, résultat durable, dans le temps après, égale suivi impératif, et le temps qu'il faut. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je parle, mais finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein, comme je disais, Jennifer, il n'y a pas de questions? Bon. Non, il n'y a pas de questions. Très bien. Alors, on continue. Parfait. Alors, quelle est l'efficacité du ballon? Un ballon, en moyenne, on perd 10 à 25 kilos en 6 mois en fonction du poids initial, de la motivation, de la prise en charge associée avec les diététiciennes comportementales et du coaching physique associé. C'est-à-dire que plus on est suivi, plus on perd, en fait. Mais ça dépend aussi. Alors, pour un ballon qui est, par exemple, d'1 an, c'est sûr qu'on ira plus vers les 25. On peut perdre avec 6 mois 25 kilos. Ça, je vous dis, ça dépend de vraiment l'entourage. Mais si on veut perdre plus, c'est vrai qu'un ballon d'1 an sera peut-être plus efficient. Cela dit, on perd quand même beaucoup les premiers mois. Donc, en termes de quantité de poids, c'est quand même les premiers mois qu'on perd le plus. Comment ça se passe après la pose du ballon? Alors, après la pose du ballon, ça dépend des gens, mais il peut y avoir des effets secondaires. Si vous allez sur les réseaux sociaux, je pense que un certain nombre d'entre vous y ont été, vous lisez des trucs des fois horribles, hein, même. Hein, les gens se demandent même comment ils peuvent supporter ça. On peut avoir des effets secondaires pendant 3 jours. C'est assez fréquent. Qui sont quoi? L'estomac, vous avez vu le ballon, je vous l'ai montré sur les photos, il croit que c'est un corps étranger, il veut l'éjecter, donc on peut avoir des contractions, des douleurs abdominales qui sont des contractions abdominales pour éjecter le ballon. On peut avoir des vomissements, on peut avoir des remontées acides liées à l'acidité qui est sécrétée, mais qui durent en moyenne 3 jours. Parfois, c'est un petit peu plus. Bon, dans certains cas, c'est beaucoup plus, mais c'est rare. En fait, en général, ça se passe bien. Simplement, il faut avoir une équipe médicale avec vous qui vous donne les bons médicaments, qui est là à l'écoute si vous devez appeler. Et puis, moi, je recommande aux gens, quand ils peuvent, d'être hospitalisés 24 heures. Parce qu'en fait, moi, je les pose personnellement le jeudi après-midi. Donc, le jeudi soir, beaucoup de gens restent, pas tous. Il y en a qui rentrent parce qu'ils ne veulent pas être hospitalisés. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous, on perfuse tout le soir. Vous voyez, dans la perfusion, pour prévenir les vomissements, pour aider. Donc, la nuit se passe correctement et c'est la première nuit qui est quand même la plus. L'estomac, il réagit beaucoup, quoi. C'est là qu'il réagit le plus. Et les gens ressortent le lendemain. Après, je les ai au téléphone si ça va bien. Les infirmières me font le compte rendu. Éventuellement, je passe s'il y a un problème. Avec un certain nombre de médicaments que Jennifer, mon assistante, vous aura donné à l'avance, que vous aurez acheté avant, qui pendant les 3 jours vont vous aider à gérer ces éventuels effets secondaires ou à les prévenir. Dans certains cas, effectivement,
rare, sincèrement rare. Il y a des gens qui vont moins bien, ben, ils appellent la clinique, ils me joignent le week-end. Le lundi après, de toute façon, vous appelez Jennifer l'après-midi, moi je suis là au cabinet. S'il y a moins de problèmes, ben, je vous vois, on vous en fait une ordonnance à faire, éventuellement réhospitalisation de temps en temps pour vomissement important pour éviter qu'ils se déshydratent et qu'ils s'épuisent et qu'après ils veulent qu'on retire le ballon au bout d'une semaine. Donc, quand on est bien entouré, ça se passe globalement bien. Je ne dis pas que de temps en temps, ben, il ne faut pas qu'on voit et que je rajoute des médicaments, etc. Mais globalement, c'est le fait d'être aidé qui est important. Ce qui fait que, franchement, l'ablation de ballon pour intolérance, au bout d'une semaine, elle représente moins de 1%. Moins de 1%. Ça existe, il ne faut pas se leurrer. D'ailleurs, je le dis à tous mes patients avant, mais c'est quand même exceptionnel. Moi, je fais un arrêt de travail en général de 3 jours. Comme je le fais le jeudi, les gens sont arrêtés jusqu'à lundi soir. S'il y a besoin de le prolonger, on le prolonge, mais c'est assez rare. C'est assez rare, sincèrement. Ouais, c'est assez rare. Voilà. Et toujours, la règle, c'est douleurs, vomissements qui sont très importants malgré le traitement. Vous contactez l'équipe médicale en passant par la clinique si c'est le week-end. Après, tout va rentrer dans l'ordre. Mais même si tout rentre dans l'ordre, après, pendant toute la durée du ballon, qu'il soit 4 mois, 6 mois, 1 an, vous avez de nouveau des douleurs, des vomissements, vous nous contactez. Pas votre médecin traitant, pas votre copine, pas votre diététicienne, c'est nous. Parce que moi, je sais s'il faut faire des examens rapidement, peut-être retirer le ballon en urgence, car il existe parfois des complications qui sont exceptionnelles. Moins de 1%, 0,6%, 0,2%. Mais ces complications-là, dès qu'il y a un symptôme et qu'on fait des examens et qu'on les voit, on retire le ballon en urgence pour éviter une complication plus importante comme la perforation, la pancréatite, des choses excessivement rares. Mais comme mes patients, moi, je les informe, il ne s'agit pas de leur faire peur, je leur dis, vous me contactez, on fait des examens et dans ce cas-là, je retire le ballon avant qu'il y ait moins de problèmes importants. Mais il est important que vous réagissiez. Tout ça, j'en parle pas du tout pour vous faire peur, parce que c'est exceptionnel. Mais c'est quand même un corps étranger, il faut le savoir. Donc, il faut être vigilant quand il y a un symptôme. Alors, les 3 jours qui suivent la pose du ballon, bah, on se nourrit en petite quantité en général. En général, c'est compote yaourt, quoi, hein. On boit des petites quantités d'eau répétées, eau, thé, bouillon. Alors, c'est vrai que les premiers jours, parfois, comme on vomit, bah, ce n'est pas très simple, hein, même si avec les médicaments, ce n'est pas le plus confort, on va dire, mais pas toujours. Et par contre, après 3 jours, parfois, il y a des gens qui me disent, là, j'ai vu une patiente qui avait posé un ballon lundi, un ballon ellipse, elle n'était pas bien, il faut continuer à manger des légumes en purée ou en potage, pas manger de choses lourdes, prendre des aliments plutôt moulinés, des produits laitiers comme les yaourts, des compotes peu sucrées, de l'eau en fonction de sa tolérance. Il faut petite quantité, persévérer, et ça se passe en général mieux. Mais par contre, il faut éviter tout ce qui va être lourd. Pain, biscottes, céréales, viennoiseries, les sodas. Alors les sodas, il faudra les éviter pendant toute la durée de la pose du ballon. Bon, je n'ai pas dit que vous ne pourrez pas prendre une petite canette de coca, mais les grandes quantités de gaz peuvent entraîner des complications avec les ballons, il faut éviter. Éviter les aliments très sucrés, lourds, parce que comme je vous ai dit que le ballon, il ralentit la vidange de l'estomac, si vous mangez quelque chose de lourd, bah, ça va être lourd encore. Petite question. Donc, au début, surtout au début, oui. J'ai un participant qui demande si, du coup, il aura le droit de boire du café. Oui, oui. Alors, peut-être pas 1 litre de café, hein. Mais le café le matin, le café dans la journée, oui. En fait, comment dire, le ballon, il va augmenter la sécrétion acide. Donc, au début surtout. Donc, c'est vrai que si vous prenez trop d'excitants comme le café, bon, etc., ça risque d'augmenter encore la sécrétion acide. Mais en boire normalement, pas de problème. Il y a une autre petite question. Une participante demande si on pose le ballon gastrique avec un gastro-entérologue qui n'est pas dans sa région et qui a un problème, y a-t-il des relais dans d'autres régions? Comment peut se passer la prise en charge? Non, je pense que quand on pose un ballon avec un gastro-entérologue, il faut être pris en charge avec son gastro-entérologue dans la mesure du possible, quand on peut. Moi, j'ai pas mal de gens qui viennent quand même de province ou de l'étranger, enfin d'ailleurs, de loin. Quand ça ne va pas, ils m'appellent. Alors, ça m'est arrivé de leur dire, faites les examens en général quand ça ne va pas. Après, quand il y a un problème dans la durée du ballon, moi, je sais à peu près ce qui se passe. Donc, je sais l'examen qu'il faut faire. En fait, il faut faire déjà un scanner, une prise de sang. Donc, ça, ils le font dans leur région. Si on est obligé de faire une fibro,
Alors, soit je les mets en rapport avec quelqu'un, si dans votre région je connais quelqu'un, mais je ne connais pas tous les gastroentérologues de France et de Navarre, et malheureusement, tous les gastroentérologues de France et de Navarre ne retirent pas les ballons, ne savent pas retirer les ballons. Donc, en général, quand ça va vraiment pas bien, soit je trouve quelqu'un, soit je trouve pas, et dans ce cas-là, ils reviennent et je leur retire le ballon en urgence. Mais c'est des raretés, ça, hein, quand même. Hein. En général, voilà. Mais il vaut mieux, je trouve, quand même. Vous voyez, par exemple, arriver à l'hôpital en urgence chez des gens qui ne connaissent pas les ballons, alors que vous avez fait poser le ballon à 500 km de chez vous, dans l'hôpital du coin. Moyen, un interne qui va vous voir, il ne va pas être au courant. Alors moi, ce qu'il y a, c'est dans ces cas-là, quand ça ne va pas, de toute façon, je donne mon portable et l'interne m'appelle, les médecins m'appellent et on voit en commun, ensemble, comment on gère le truc. Heureusement, c'est des raretés. Dans la mesure du possible, je pense qu'il faut recontacter son médecin qui l'a posé, même si ce n'est pas dans la même région, et on arrive à faire à pas mal gérer à distance. Mais s'il faut retirer le ballon, il faut revenir. Quand ça arrive, il n'y a pas 36 solutions. Ou alors, il faut trouver. Mais il n'y a pas un réseau français ou européen, voire mondial, de connexion avec les gens. Moi, j'ai des connexions dans certaines régions parce que je connais les gens, mais je ne connais pas dans toutes les régions de France. Pas d'autres questions. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue. Mais n'hésitez pas, hein, surtout n'ayez pas peur, hein, profitez-en. C'est une réunion qui est faite pour que je réponde à vos questions. Elle est faite pour ça, en fait. Hein. Alors, après le suivi, une fois que ça commence à aller bien, c'est, bon, moi, je vous vois tous les 2 mois, ça suffit. Hein. Par contre, comme je l'ai dit, douleur, vomissement, vous m'appelez, Jennifer, même si je suis pas là, il y a un plan B, voilà. Hein, j'ai déjà fait retirer des ballons en urgence alors que je n'étais pas là. Hein, et que j'étais en vacances. La diététicienne, par contre, elle, il ne faut pas la lâcher. 2 fois par mois. C'est-à-dire qu'au début, vous avez fait votre bilan et après, elle vous coach. Bien sûr que vous savez tout ce qu'il faut. En général, vous avez une connaissance de ce qui est bon pour l'équilibre alimentaire qui est bien supérieur à la moyenne des gens parce que vous avez fait 36 régimes. Sauf que vous n'y arrivez pas. Sinon, vous n'y arrivez pas à poser un ballon. Du coup, il faut vous faire aider, il faut avoir une coach qui soit là, et qui vous aide, qui vous soutienne et qui, voilà, bon, c'est ça l'intérêt en fait. Et le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Alors, les STAPS SAPA dont je vous parlais, donc les indicateurs physiques, si vous pouvez en trouver un, bon, quand je reviendrai, il y a méthode Co, il y en a, mais l'idéal, c'est d'avoir un coach au moins 1 fois par mois. Après, si vous êtes sportif, que vous aviez arrêté, que vous reprenez, si vous avez envie, très bien, que vous avez un conjoint, que vous avez des amis qui vous aident, vous reprenez votre activité physique adaptée. Mais c'est vrai que si vous ne faites rien depuis longtemps, un programme personnalisé, adapté à votre condition physique, vos éventuels problèmes de genoux, de dos, c'est pas mal. Et puis le mental, eh ben, oui, s'il y a besoin, il faut de temps en temps la psychologue, quand vous faites le bilan, elle vous dit ça serait bien qu'on se revoie. Après, c'est peut-être pas le moment, hein, vous attendez, vous faites ça plus tard. Mais gérer émotion, prise alimentaire, c'est quand même parfois important pour ne pas reprendre plus tard. Alors ça, à droite, vous voyez, c'était au début, quand j'ai posé le ballon, j'ai fait une étude pour comparer 2 types de ballons, à vrai dire, l'héliosphère et l'Orbera de 6 mois. Et il y avait quand même 155 patients. Et vous voyez, là, à l'époque, c'était 1 fois par mois, les diététiciens. Ben, vous voyez que là, au bout, ceux qui étaient bien suivis 1 fois par mois, ils perdaient en moyenne avec un ballon de 6 mois, ils perdaient 15 kilos, 14-15 kilos, et ils continuaient à perdre 6 mois après l'ablation du ballon. Par contre, ceux qui n'étaient pas suivis du tout, alors à 18 mois, ils continuent à perdre aussi. Hein. Ils continuaient parce que, voilà, même s'ils avaient raté le suivi, parce qu'ils avaient quand même mis en place des tas de changements de comportement alimentaire. Par contre, ceux qui n'étaient pas suivis en noir, là, ils perdaient beaucoup moins, 6 kilos. Ouais, en général, c'est ça. Et puis, ils perdaient encore un petit peu. Puis à 18 mois, je peux vous dire, le peu que j'avais réussi à récupérer en les appelant, en courant après, bah, ils reprenaient en fait, hein, 18. Et c'est ceux qui au fond entre les deux. Il y a une étude qui est un peu ancienne, mais qui a montré quand même, et je vous le dis pas pour vous décourager, mais pour vous dire comme ce suivi est important, qu'à 2 ans, il y a à peu près 40% de gens qui ne reprennent pas de poids. Ça ne veut pas dire qu'ils reprennent tout leur poids, les gens. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui reprennent parce qu'ils perdent bien, et puis après, ils reprennent parce que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Et j'ai des gens qui reviennent et qui me disent, au bout de 2 ans, on repose un ballon. On le repose, il n'y a pas de problème. Mais là, ils ont compris que peut-être qu'il faut faire plus, parce que ce n'est pas gagné quand on perd bien. Voilà, c'est ça le message, en fait. Ça peut ne pas être gagné. Ça dépend des gens, mais ça peut ne pas être gagné. Alors, le coût des ballons, c'est très cher. Et ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, parce que les outils sont chers.
4 mois, globalement, le budget de 2 800 euros. Le ballon de 6 mois, c'est 3 500 euros, pause, ballon, dépose. La dépose, on la paie à la fin. Un an, c'est 400 euros de plus, que le ballon vaut 400 euros de plus. La pose donc, des ballons par endoscopie se fait donc avec une fibroscopie. Elle est prise en charge parce que c'est un diagnostic dans le cadre d'un surpoids obésité avec un dépassement d'honoraires. Donc, il y a une petite partie qui sera remboursée, mais elle n'est pas énorme. Et la dépose, elle n'est pas prise en charge du tout par la sécurité sociale. Et le ballon ellipse, lui, n'est pas pris en charge du tout par la sécurité sociale, sauf la radio qui permet de contrôler la position du ballon. Et ça, effectivement, le radiologue fait une feuille de maladie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à l'autre technique, Jennifer? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. OK. Donc, on va passer donc à la seconde technique qui s'est développée, elle, depuis maintenant 4 ans presque. Enfin, 2011 dans le monde, beaucoup en Espagne, aux États-Unis, en Australie, depuis 4 ans à peu près. Et c'est là que j'ai commencé à en faire. Donc, ça fait 4 ans maintenant que j'ai cette expérience. Donc, au départ, j'avais l'expérience, j'ai été me former à l'étranger, de toutes les communications internationales scientifiques, mais maintenant, j'ai ma vraie expérience personnelle. Donc, c'est pas mal parce que c'est bien les essais scientifiques, mais c'est bien aussi la vraie vie quand on est avec les gens pour vous répondre à vos questions. Alors, comment ça marche? En fait, il ne faut pas que ce soit anxiogène, hein, ce n'est pas du tout anxiogène, ça, c'est pour vous montrer qu'on a un fibroscope, on a un système qui permet de faire des surgés, en fait. Hein, les gens qui font de la couture comprendront. Et à la fin, une fois qu'on a fait les surgés, eh ben, on largue cette petite cinch qui permet de fermer, de faire la suture. Et donc, le principe, c'est de faire des sutures pour réduire la taille de l'estomac. Alors, les sutures, ça, c'est un estomac, vous voyez, ça, c'est un estomac, voilà. Donc, on va faire des sutures pour réduire la taille. Alors, c'est cette partie-là, surtout, hein, qu'on réduit. Et en fait, quand on est en endoscopie, vous voyez, ça, c'est le fond de l'estomac. Il est par là. Là, c'est tout ce qu'on appelle la partie haute de l'estomac, enfin, la partie moyenne de l'estomac. Et on fait, vous voyez, une première suture avec un premier point. Bon, là, c'est un schéma. Enfin, bon, un deuxième point, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et ensuite, on serre notre suture et on coupe le fil. Et ainsi, on a une première suture. Et on fait en général entre 3 et 5 sutures, souvent 4, pour réduire donc l'estomac de façon à ce que de là, eh bien, on soit à peu près là. Alors, on ne coupe pas l'estomac comme les chirurgiens, d'où le terme gastroplastie endoscopique et non pas gastrectomie, parce que eux, les chirurgiens, eux, ils coupent, ils ont des pinces et ils ferment. Hein, ils ne touchent pas au bas, nous non plus. Voilà. C'est ça la différence entre les deux techniques. Alors là, je vais vous montrer un petit peu le principe. Donc, on a notre endoscope qui a le système que je vous disais au bout là, qui permet de faire les points. Vous voyez, on arrive dans l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Bon, ça, on ne le fait plus tellement. C'était au début de la technique qu'on faisait des repérages, mais maintenant, on ne fait plus tellement de repérages. L'intérêt de cette technique, ce qui est fabuleux techniquement, c'est qu'on s'adapte à votre estomac. Il y a des grands estomacs et des petits estomacs. Avec ça, on fait ce qu'on veut. On n'est pas stéréotypé. Et voilà, on fait notre premier point, notre deuxième point, troisième, quatrième. Alors, les schémas, ils peuvent diverger, hein, mais bon, ça, c'est ce qui était fait au départ. Voilà. Et là, vous avez notre première suture qui va bientôt être terminée. Et voilà, on serre. Vous voyez? Donc, on enfouit une partie de l'estomac et donc on réduit. Mais justement, une petite question sur cette partie de l'estomac qui est cousue, est-ce qu'elle peut se nécroser? Alors, c'est une bonne question parce que j'allais en parler. Eh bien non, en fait non, c'est des sutures, vous voyez ce que je veux dire, c'est des points. On n'est pas en train de couper les vaisseaux. Donc, non, en fait, les liquides passent dans cette partie de l'estomac. Ça ralentit la vidange des solides, mais les liquides passent, c'est libre. Donc, il n'y a pas de risque de nécrose. Les fils ne sont pas résorbables, ils resteront, il y en a quelques-uns qui partiront. Moi, j'ai déjà fait des fibroscopies 2 ans après, les fils sont là, mais l'estomac se redilate. C'est un outil, comme toute, même la chirurgie, qui est temporaire. En moyenne, 18 mois, 2 ans. La chirurgie, c'est plutôt 3 ans la durée, mais l'estomac va se redilater. De toute façon, ce n'est pas irréversible du tout, hein, aussi. Il y a une question là un peu plus personnelle. Après une pancréatite et ablation de la vésicule, est-ce que cette technique est faisable? Oui, parce qu'on ne touche pas aux
oui, après, il faut voir un petit peu si on a le contrôle opératoire, c'est bien, la pancréatite surtout, mais normalement, quand on a une cholécystectomie, ce n'est pas une contre-indication, on ne touche pas. Non, non, après la pancréatite, il faut voir quel dégâts elle a laissé ou quelle cicatrice elle a laissé. Est-ce que si par exemple, on a fait une pancréatite, qu'on a fait une péritonite, ça a été compliqué, qu'on a eu des drains, des trucs, l'extérieur de l'estomac, il est peut-être un petit peu fibreux. Donc là, il faudrait qu'on voit le contrôle opératoire, le scanner, etc. Mais pour la plupart des gens qui ont été opérés ou qui ont une pancréatite, ce n'est pas un sujet, ça. Mais encore une fois, en médecine, c'est jamais blanc-noir. Donc, quand on se voit en consultation, c'est bien d'avoir les documents pour qu'on regarde, c'est tout. Comment ça s'est passé, etc. Si c'est juste une pancréatite après lithiase biliaire principale qui a migré, c'est pas du tout une contre-indication. Voilà. Et il y a une dernière petite question. Si les fils lâchent, y a-t-il un risque de déchirement de la paroi? Que deviennent ces fils qui sont non résorbables du coup? Est-ce qu'ils restent dans l'estomac? Alors, les fils sont non résorbables, ils restent dans l'estomac. Ils sont un peu comme, vous savez, les gens qui sont opérés des hernies, quand on met des plaques, c'est complètement compatible avec l'organisme. Quand un fil part, ce qui arrive, effectivement, un fil lâche, il part dans les selles, il part tranquille. Hein. Il n'y a pas de problème, en fait. Et donc, il n'y a pas de risque de déchirement du coup? Non. Voilà. Enfin, ça n'a jamais été décrit, en tous les cas, depuis 2011, quoi, sur des séries quand même de 1300, 1000, 2000 qui ont été publiées. Non, non, il n'y a pas de raison, de toute façon. Non. Eh ben, c'est parfait. Merci. Alors, non, là, c'est fini. On va passer à l'autre. Il y en avait une autre que je voulais. Non, mais celle-là, on l'a vue. Donc, c'est bien. On va passer à l'autre. Alors, les résultats, eh ben, c'est qu'en moyenne, c'est une moyenne hein, sur les essais qui ont été publiés, on perd 20 kilos en 6 mois, voire 30 à 1 an. Mais tout ça, c'est corrélé à combien au départ on a d'indice de masse corporelle, comment on est suivi, comment on reprend une activité physique. Si on ne fait rien, qu'on a des troubles du comportement alimentaire et qu'on ne travaille pas dessus, ben, on perd 10 kilos et 3 mois après, on peut commencer à stabiliser, voire vous voyez, c'est ça qui est important. Mais globalement, sur des séries importantes, hein, maintenant, il y a des séries de 1300, des méta-analyses, etc., c'est en moyenne 20 kilos. Moi, je dirais, beaucoup de gens perdent 15 kilos en 6 mois, maintiennent derrière. Et puis, l'effet, alors, il est durable dans le temps, ça, c'est la question principale. L'effet est durable dans le temps si on est suivi. C'est pareil que pour la chirurgie. Effectivement, c'est un outil qui va durer plus longtemps que le ballon, parce que les sutures vont durer plus longtemps. Leur efficacité va durer 18 mois, 2 ans. Mais, il y a un jour où l'estomac va être complètement redilaté. Moi, j'ai fait des fibroscopies, même si les fils étaient là, l'estomac est dilaté. Et si on a eu dans sa vie, dans son contexte, des soucis et qu'on a remangé ou des choses comme ça, on peut être amené à avoir une rechute. Mais comme les gens sont quand même très pris en charge avant, très suivis, la plupart des gens, ça se passe et ça dure. Mais c'est vraiment corrélé quand même à comment vous vous investissez en fait dans ce changement de vie. Parce qu'en fait, quand vous venez pour une sleeve, comme pour un ballon, mais encore plus pour une sleeve, je dirais, bah, c'est pas le énième régime de votre vie, quoi. C'est je me fais aider. J'ai un problème, j'ai passé des années. Là, j'ai vu une patiente en consultation, je suis ravie. Elle a perdu 30 kilos en 9 mois. Elle est jeune, en plus, elle a 29 ans. Elle me dit, ça fait des années que elle est en souffrance. Et là, elle revit. Bon, avec le Covid, elle revit, mais pas autant qu'elle voudrait, puisqu'avec le Covid, on ne peut pas sortir, c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais elle revit. Mais elle a déclenché quelque chose. C'est-à-dire qu'elle s'est fait prise en charge avec une psychologue parce qu'elle avait un rapport au niveau comportemental, au niveau de la nourriture, qui sait qu'elle se remplissait pour compenser des sujets anciens. Elle a repris une activité physique régulière. Elle s'est mise dans une situation et elle est rayonnante. Elle est rayonnante. Mais elle s'est investie. Alors, je suis embêtée parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous le dire au début de la réunion, une patiente qui devait témoigner, et puis là, je n'ai pas de nouvelles, donc j'espère qu'elle n'a pas eu un problème. Elle avait déjà témoigné il y a 15, à l'avant-précédente réunion, et donc j'ai remis les phrases, mais je vais vous les donner après, de ce qu'elle a dit. Elle est aussi rayonnante. Elle, c'était 12 mois maintenant, je crois. Elle a changé de vie. Elle est, mais elle s'est donné aussi, comment dire, les moyens de le faire, quoi. Nous, on a l'outil, mais vous avez le contexte. Et si vous comprenez ça, là, c'est gagné. Si ce n'est pas le moment, il vaut peut-être mieux attendre et attendre un petit peu. Après la sleeve gastroplastie,
Effet secondaire beaucoup moins important que les ballons, quelques douleurs abdominales, oui, ça oui, parce qu'on tire, ça tire un peu, donc je vous donne tout ce qu'il faut. J'hospitalise les gens une nuit, je commence à en faire en ambulatoire, doucement. C'est-à-dire que quand j'ai fait le matin, il y a des gens qui peuvent partir le soir, mais bon, doucement, parce que c'est vrai que la première nuit, c'est celle qui est peut-être la plus algique, on peut avoir quelques douleurs, mais on vous donne tout ce qu'il faut à l'avance, vous achetez tous les médicaments quand vous rentrez chez vous. L'arrêt de travail, il est de 8 jours. Alors, tout le monde ne le prend pas. Il n'est pas de 8 jours à cause de la procédure. La procédure, elle n'est pas lourde à ce point-là. Elle dure 1 heure. Simplement, vous êtes au régime liquide pendant 1 semaine pour protéger les sutures. Et ça, c'est fatigant. C'est comme une espèce de jeûne thérapeutique, en quelque sorte. Et du coup, vous buvez des boissons liquides, pas trop rien de solide. Bon, donc, c'est pour ça que j'arrête les gens. Et les gens le prennent ou pas. D'ailleurs, ça dépend. Avec le télétravail, il y a des gens qui ne le prennent pas, en fait. Voilà. Les complications sont peu fréquentes. Elles sont même exceptionnelles. En procédure, on peut avoir un effet d'hémorragie, mais on gère on gère nous-mêmes. Bon, on prévient les embolies pulmonaires avec les baves à risque, surtout si vous êtes en surpoids. Voilà, on vous entoure, on vous donne des antibiotiques si un hématome s'infectait, on ne sait jamais quelques jours. Normalement, ça se passe bien. Il y en a, on les gère, on a une équipe et tout, mais c'est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Et puis une fois que c'est fait, c'est un one-shot en quelque sorte. On a fait la procédure, une fois que c'est passé, c'est fini. Après, il n'y a plus de complications comme un ballon qui reste 1 an. Quoi. Ça, qui sont possibles. Une fois que c'est fini, c'est fini. Alors, l'apport calorique, dans les jours qui suivent, comme je vous disais, c'est cette fameuse phase liquide 10-15 jours. Vous buvez pas mal de bouillon, de thé, de tisane. On vous met un peu de protéines, un boost de lactimel protéiné parce que c'est un peu fatigant, fortimel protéiné, des vitamines aussi, bien sûr. Mais ça se passe bien. Vous n'avez pas très faim non plus, il faut dire. Avec la procédure, les premiers jours, on n'a pas faim du tout. Après, c'est semi-liquide 8 jours, et ça se passe beaucoup mieux. Et puis, vous faites en phase mixée. Alors, c'est des liquides, c'est plutôt des purées liquides, des potages, des jus de fruits. Vous introduisez le lait. Et puis après, c'est la phase mixée, qui se passe bien. Et au bout de 3 semaines, vous avez une alimentation qui redevient normale. Et, par contre, il faut bien mâcher. Et puis, au début, il faut bien faire attention. Et les gens me le racontent très bien en consultation. Au début, ils s'arrêtent, mais des fois, ils s'arrêtent un peu tard par rapport à la poche qu'on a laissée, parce qu'on laisse une poche en haut pour un réservoir, mais ça passe lentement. Et du coup, ils sont gênés, etc. Donc ça, c'est normal au début, parce qu'au début, ce n'est pas votre cerveau qui vous dit que vous arrêtez. Quelqu'un qui n'a pas de problème de poids, son cerveau lui dit, ah ouais, non, là, le dessert, en plus, ça ne va pas le faire. C'est bon, mais je ne vais pas être bien. Mais vous, parfois, vous ne l'avez pas encore, ça. Donc, le temps que le cerveau fasse le relais, c'est mécanique. C'est la sleeve qui vous dit, ah, il faut arrêter. Mais elle ne vous le dit pas forcément tout de suite. Des fois, c'est après que vous avez peut-être pris le truc en trop. Vous voyez. Donc, au début, il vaut mieux faire des petits repas, quitte à prendre après une collation, pour éviter. Voilà. Mais ce n'est pas fréquent, mais c'est à savoir. Il y a une petite question qui a été vue a priori sur Internet. Lorsque les fils, est-ce que la nourriture peut se coincer dans les plis de la sleeve? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a il peut y avoir une mauvaise digestion ou une mauvaise haleine? Non, les gens ne se plaignent pas de mauvaise haleine. Avec les ballons, oui, ça arrive que les gens se plaignent de mauvaise haleine parce que, surtout s'ils mangent pas mal de fibres, ça se met sur le ballon. Il faut laver le ballon après chaque repas, normalement. Avec les fibres, non, il n'y a pas. Les aliments, ils ne se coincent pas. Les aliments, en fait, ils vont pas. Normalement, on fait une suture de façon à ce que les aliments n'aillent. Après, quand ça se redilate, oui, mais au début, c'est bien serré. Les aliments passent dans le tube qu'on a laissé et les liquides passent à l'extérieur. Et les liquides, ils lavent, hein. D'accord. Donc, c'est un ralentissement de la vidange des solides. Mais les solides, ils ne vont pas dans la poche en général. Et quand ils y vont, ils peuvent ressortir. Donc, même quand les fils se détendent, du coup, ça ne stagne pas dans la... Non. Quand les fils se détendent, ça revient. Hein. Il n'y a pas de problème. J'ai jamais vu ça. Non, non. Des gens qui se plaignent de ça. Non. Là, il y a une autre question. Alors, au cas où je tombe enceinte quelques mois après l'intervention, comment ça se passe? Par exemple, elle fait une sleeve et elle tombe enceinte là, quelques mois après la sleeve. Est-ce que ça peut être dangereux? Alors la réponse est non. Une fois, comme je te disais tout à l'heure, l'intérêt de la sleeve, par rapport le ballon, pour les ballons gastriques, c'est contre-indiqué la grossesse. C'est contraception obligatoire pendant toute la durée du ballon. Parce que se retrouve enceinte moins de 3 mois avec un ballon et qu'on doit retirer, là, c'est un autre problème. Par contre, la sleeve, non, c'est un one-shot. Vous êtes enceinte 5 mois après,
pas de problème pour la grossesse. Le sujet, quand même, c'est, je le déconseille quand même, je dirais qu'il faut essayer de ne pas le faire si on peut, parce que quand on est dans un paradigme de se dire je perds du poids, je prends soin de moi, je change mon comportement alimentaire, quand on est enceinte, c'est pas du tout le même profil. Quand on est enceinte, c'est le bébé qui compte, quoi. Donc si vous voulez, l'idéal, c'est de se donner quand même 6 mois, 8 mois après une sleeve pour pouvoir s'occuper de soi et de son comportement alimentaire. Après, ça n'a aucun problème pour le bébé après une sleeve, après 5 mois. Même après 3 mois, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Et par rapport au ballon, une fois qu'il est posé, est-ce qu'il doit rester dans une position, dans un endroit spécial, ou est-ce qu'il va bouger un petit peu dans Il l'estomac? bouge tout le temps, il est mobile. Il est mobile. On le largue, c'est comme un ballon qui est sur une cuvette d'eau. Vous voyez ce que je veux dire, avec la poussée d'Archimède. Et il bouge, il bouge. C'est normal, bien sûr. Il est libre, le ballon. Et il y a une patiente qui nous demande si on a une expérience avec le SPAJ 3, le SPAJ 3, a priori. Le Spatz 3, oui, bah, l'expérience du Spatz, je la connais bien, j'en ai posé beaucoup des Spatz. Mais c'est très bien, sauf que, oui, c'est très bien. C'est un ballon qui sera juste. Bon, les petits bémols du Spatz, je dirais, moi, en tant que quand même spécialiste des ballons depuis 2000, donc vous voyez, j'en ai quand même posé beaucoup des ballons, c'est que chaque fois qu'on touche au ballon pour le regonfler, vous repayez 1 000 euros. Voilà. Donc déjà, le prix, il est cher. Bah oui, parce que vous payez le ballon, mais en plus, l'ajustement, vous le repayez. Donc, c'est à votre charge. Après, et si jamais vous n'êtes pas bien et que le ballon est un peu gonflé, que vous le supportez pas, et qu'on le dégonfle, c'est pareil, vous repayez. Enfin, c'est pour ça qu'on le fait peu finalement, parce que c'est un coût. La deuxième chose, c'est que ce fameux cathéter, quand même, de temps en temps, entraîne des ulcérations dans l'estomac qui oblige à retirer le ballon. Moi, ça m'est déjà arrivé. Après, c'est rare. Voilà. Mais c'est un bon ballon hein, aussi. Merci. Alors, donc, on va continuer. La sleeve, c'est très cher. Voilà le budget d'une sleeve avec une mise d'hospitalisation parce que le matériel qui est jetable, hein, je vous explique parce que c'est malheureusement c'est comme ça, le matériel qu'on met à la poubelle en fin de procédure coûte quand même 3 400 euros. Donc le reste, bah, c'est la mise d'hospitalisation, c'est les soins d'anesthésiste, c'est le bloc qui dure 1 heure et quart, voilà, la ponceuse, etc. Et par contre, là, je suis en train de développer avec la clinique la possibilité de faire en ambulatoire où là, il y aura quand même moins, il y aura une économie sur la mise d'hospitalisation. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir le faire rapidement maintenant. Alors, Caroline, malheureusement, n'est pas venue, mais j'espère qu'il lui rien arrivé parce que comme elle était censée, elle m'a dit que c'était OK et qu'elle n'est pas là. En fait, elle a une sleeve 9 mois avant et quand elle avait témoigné, elle disait « J'ai perdu rapidement, sans trop de difficultés, 15 kilos en 5 mois que j'ai maintenu à 9 mois. J'ai eu peu de douleurs au début, bien calmées par les médicaments prescrits. » Et ça, c'est à peu près toutes les patients, c'est un peu comme ça. Bon, de temps en temps, il y a un peu plus, mais bon, c'est rare. Franchement, c'est exceptionnel. Et il y a même des gens, ils ont pas mal du tout, quoi. Au début, elle nous avait dit, j'avais la sensation de blocage mécanique, mais maintenant, avec une faute d'orthographe, excusez-moi, c'est moi qui l'ai faite, je m'arrête de moi-même car mon esprit a pris le relais et connaît la proportion dont j'ai besoin. Donc là, elle expliquait très très bien qu'au début, bah, c'était l'estomac qui était bloqué avec la sleeve. Donc elle diminuait les quantités parce qu'elle sentait bien que. Et puis à un moment donné, en fait, elle se disait « Ah ben ça me suffira ». C'est son cerveau qui avait pris le relais. C'est ça qui est important. Alors, il faut le temps au temps, hein. Ça ne se fait pas tout de suite, mais ça vient. Et elle avait été suivie, effectivement, j'ai été suivie les premiers mois avec la diététicienne qui m'a aidée sur les quantités au début et sur le choix des aliments. C'est important, on va voir ça avec Bérangère. Et puis, j'ai pris le relais. Elle m'a dit, la diète m'a fait confiance, je ne la voyais plus qu'à la demande, etc., au bout de quelques mois, en prenant le temps de manger, en mâchant, en mastiquant, en écoutant mon corps, en écoutant mes sensations alimentaires. C'est-à-dire que se dire, quand je mange, d'abord je déguste, est-ce que j'ai encore envie, est-ce que j'ai encore faim? Vous voyez, tout ça, souvent on mange vite, en faisant autre chose, en pensant à autre chose. Là, elle s'est recentrée sur elle-même et c'est très important. Et à la fin, on lui posait une question sur le coût. Une patiente, un intervenant lui demandait, elle avait dit, certes, c'est un coût, mais moi, je suis satisfaite car c'était plus efficace que tout ce que je fais qui m'a coûté encore plus cher quand je cumulais les crèmes, les massages et les salles de sport. Donc, c'est un investissement, mais pour elle, alors elle avait fait tout ce qu'il fallait, elle était suivie, elle a repris l'activité physique, ça, je ne le dis pas, mais elle avait dit, je reprends l'activité régulière, moi, elle habite en Guadeloupe, c'est vrai que ça aide, elle marche assez régulièrement. Donc voilà, donc ça, c'est le témoignage de la plupart des gens, en fait, quand ils ont bien compris le truc. Mais
il y a de temps en temps, effectivement, des échecs quand même, même s'ils sont exceptionnels. C'est des gens souvent qui avaient des troubles du comportement alimentaire sur lesquels ils n'ont pas voulu travailler. Et du coup, si vous remangez en fin de repas, alors que vous avez déjà mangé, vous pouvez, au bout d'un moment, si vous remplissez trop, tirer sur les sutures. Et si vous le faites trop souvent, vous pouvez vous retrouver, à lâcher une suture, à détruire une suture. C'est rare, mais c'est déjà arrivé, mais c'est exceptionnel. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour l'instant. Il y a juste eu un témoignage, enfin une personne qui est avec nous qui souhaiterait avoir un témoignage pour un ballon gastrique, chose qu'on va essayer de faire peut-être pour la prochaine fois. Oui. Hein. Oui. Oui. On est en train de voir ça, d'organiser ça en tout cas. Alors, s'il n'y a pas de questions, comment maintenir, et ça, vous allez me dire, moi je viens pour un ballon, pour une slip, bon voilà, mais moi qui ai le recul depuis longtemps, ce qui compte pour moi, c'est comment vous allez maintenir votre perte de poids, parce que je sais que vous allez perdre du poids, mais ce qui est important, c'est comment vous allez la maintenir. Et c'est vraiment le sujet, je trouve, important, parce que quand on vient à ça, c'est que maintenant, on veut régler le problème, quoi. On ne va pas continuer. Il faut vraiment modifier son comportement alimentaire pour maintenir une perte de poids qu'on a obtenue avec le ballon, un des ballons ou l'acide gastroplastie. Alors, il faut un coaching personnalisé, ça j'insiste vraiment beaucoup, avec un rééquilibrage alimentaire, reprendre une activité physique régulière et adaptée, avoir une approche comportementale, c'est-à-dire retrouver la sensation de rassasiement, de racité, mais je laisse Bérangère vous en parler, et gérer les prises alimentaires avec les émotions. L'activité physique, c'est pas je vais à la salle de sport tous les jours. Enfin, quand on a 2 enfants, qu'on travaille, c'est plus possible, quoi. C'est bien quand on était tout seul, qu'on s'occupait de soi. Une activité quotidienne de la vie, le bricolage, le ménage, c'est l'activité physique. Les transports, vous allez à pied en métro ou même en vélo, c'est une activité physique. La marche, c'est une activité physique. Aller à la piscine avec ses enfants, c'est de l'activité physique, la Zumba. Bien sûr que si on peut se permettre d'avoir un programme personnalisé, adapté à sa condition physique, à ce qu'on fait avec des challenges et qu'on revoit tous les mois quelqu'un qui vous aide, c'est bien. C'est mieux parce que faire du renforcement musculaire, du cardio-training, surtout au niveau du modelage, c'est vrai. Mais si on ne peut pas le faire, ce n'est pas non plus dramatique. Il y a un temps pour tout. Voilà. Voilà. C'est ça l'idée. Ce n'est pas du sport, l'activité physique. L'activité physique, c'est bouger, mais ce n'est pas rester télétravail toute la journée et commander par Internet ses courses, quoi. Alors, il faut se faire aider, c'est pas mal. Hein, la balance connectée, le bracelet connecté, c'est important pour voir combien de pas j'ai fait. C'est intéressant, ça. C'est des outils de motivation. Se peser, peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, c'est vrai que c'est bien. Voir sa masse grasse. Si la masse grasse, elle baisse, c'est bon signe quand on perd du poids. Si on voit que la masse musculaire se dégrade, ça ne va pas être bon pour après. Vous voyez, tout ça, c'est des petits moyens et les diètes et le coach physique peuvent vous aider à les optimiser. Et le comportement alimentaire, qui est la chose, à mon avis, la plus importante. En fait, le comportement alimentaire, il dépend de plein de choses. On mange pour beaucoup de raisons, mais les habitudes, comme on a été élevé, le besoin physique, ce qu'on fait comme activité, les émotions, ça c'est très important. Les conditions, c'est ah ouais, mais on m'a dit qu'il fallait jamais manger de chocolat. Voilà, par exemple, ça c'est restauration cognitive. C'est qu'est-ce que je connais de l'alimentation. En général, vous connaissez beaucoup, vous, même trop. Mais il y a aussi l'éducation, la religion, la finance, la santé et la culture. Donc en fait, manger, c'est pas uniquement trouver des règles, on vous donne des listes, c'est contrôler son comportement alimentaire. Ça intervient avec le système de la faim et de la satiété. J'ai faim, j'ai plus faim, mais le système hédonique, j'ai envie, j'ai plus envie. Et ça, c'est hyper important. Si vous vous privez d'un truc, après, vous allez retourner chercher un aliment doudou. Enfin, il faut peut-être pas manger la plaquette de chocolat tous les jours, mais manger un carré de chocolat, ça n'a jamais fait grossir qui que ce soit. Après, c'est le problème de s'arrêter. Et ça, pourquoi vous arrêtez pas? C'est plutôt ça l'idée, en fait. Donc, le comportement alimentaire, quand on est suivi, c'est trouver quelqu'un qui vous permet de comprendre votre comportement à vous, pas celui de votre voisine ou de la personne qui viendra plus tard, pour retrouver votre sensation de faim et de rassasiement, pour écouter vos sensations alimentaires, j'ai plus envie, j'ai plus faim. Les déclencheurs de prise alimentaire, je me suis discuté avec mon patron, je mange le paquet de gâteaux, comment je peux faire pour gérer ça? C'est une prise alimentaire liée aux émotions. Éviter, je ne mange rien,
vous ne mangez rien, comme ça je maigris, je mange que des liquides, et puis après vous craquez parce que vous êtes en restriction qu'on appelle cognitive. Vous êtes tellement privé que votre organisme il n'en peut plus et que votre cerveau il n'en peut plus. Et là, vous risquez d'augmenter votre poids. Parfois, c'est vrai, les troubles du comportement alimentaire, mais ce n'est pas si fréquent que ça, nécessitent une prise en charge spécifique psychologique. Mais des vrais troubles du comportement alimentaire importants. Et il faut trouver du temps pour vous. Parce que quand on décide de faire quelque chose pour soi, pour perdre du poids, eh ben, il faut prendre soin de soi. Peut-être motiver votre mari pour qu'il garde les enfants quand vous avez fait un peu d'activité physique, ce qui n'est pas toujours évident, hein, quand on travaille, on a les enfants. Prendre du temps pour manger, alors quand on s'occupe de tout le monde, qu'on fait à manger, mais manger en pleine conscience, ça veut dire déguster ce qu'on mange, pas manger en faisant manger le petit, etc. Se trouver un temps pour soi, parce que quand on mange en dégustant, on mange moins et on mange moins vite. Et le cerveau, il dit j'ai plus faim, ou je suis rassasié, j'ai plus envie. Donc, prendre du temps pour soi, pas trop de temps, mais un peu, et se faire aider par la famille, notamment le conjoint. Et lorsqu'on manque de temps et qu'on est loin, on peut se faire suivre en visioconférence. Ça s'est énormément développé avec notamment le Covid, les téléconsultations. Maintenant, on en fait beaucoup, même nous, même moi, j'en fais beaucoup maintenant. Et en fait, en diététique, on peut très bien faire suivre en visioconférence. Donc, c'est intéressant. Il y a une étude d'ailleurs qui a montré que le suivi en ligne, c'est une étude américaine, sur 6 mois était aussi efficace que le suivi en présentiel. Et l'intérêt du suivi en ligne, c'est où je veux et quand je veux. Donc, je n'ai pas à aller transport. Ah là, je n'ai pas le temps, j'y vais pas, je vais lâcher. Là, j'ai pris mon abonnement, j'ai ma connexion, elle va me connecter à telle date et vous pouvez le faire chez vous, à votre travail, quand vous avez une pause. Quoi. Donc, ce n'est pas inintéressant quand on n'a pas le temps. Voilà, on ne peut pas dire j'ai pas le temps. Et maintenant, je vais passer la parole, je vais arrêter de parler un peu, à moins qu'il y ait des questions déjà avant. Oui, il y a juste une petite question, mais donc sur la sleeve, peut-on la faire dans une clinique à distance de notre lieu de vie? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, oui, largement, parce que là, autant le ballon, bon, ça peut se discuter pour certains. Bah oui, parce que en fait, la sleeve, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3 jours qui peuvent poser. Voilà, je pose la sleeve, moi, personnellement, le vendredi ou le jeudi. Les gens, quand on est loin, bon, ce qu'il y a, c'est si jamais il y a un problème, il faut déjà revenir, mais c'est très rare qu'il y ait un problème, c'est assez exceptionnel. L'idée, c'est de se trouver, on est hospitalisé une nuit. Si on peut rester à Paris 2 jours, c'est pas mal, 2, 3 jours au cas pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais sinon, après, une fois que c'est fait, c'est fait. Les gens, après, ils se font suivre de chez eux. Moi, j'ai pas mal de gens de l'étranger et de province qui viennent. Hein. On fait le bilan, on fait des consultations en visioconférence. Bah, Jennifer, qui est là ça se fait sur Doctolib, d'ailleurs, les prises de rendez-vous, mais si on appelle Jennifer, parce qu'on a des rendez-vous un peu plus rapides. Et puis ensuite, la deuxième consultation, après, pour voir tout le bilan, on l'a fait aussi en visioconférence. Il faut voir l'anesthésie, par contre, 2 jours avant, donc il faut mieux venir, c'est ça le sujet, on le fait en visio. Et on est hospitalisé une nuit. Donc, l'idée, c'est de ne pas repartir, si possible, le lendemain, de trouver quelqu'un qui vous héberge, ou de rester peut-être dans la région parisienne 2 jours. Après, on peut repartir, il y en a qui repartent. Hein. Mais une fois que c'est cicatrisé, enfin, une fois que tout va bien, de toute façon, il n'y aura pas de problème particulier. Donc, il n'y aura pas à revenir 1 mois, 3 mois ou 4 mois après. C'est bon, pas d'autres questions. Et bien, dans ce cas-là, on va passer la parole à Bérangère qui va vous parler un petit peu de toute cette prise en charge diététique comportementale et particulièrement en visio. D'accord, merci Viana. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Bérangère Rivier, donc une des diététiciennes de Méthode Co. Le bilan et la prise en charge se fait essentiellement par visio. Donc, on vous prend en charge avant, mais surtout après. Donc, je vais vous expliquer l'intérêt de ce suivi diététique. Donc, avant tout, le suivi diététique, c'est pas que une perte de poids, c'est pas que vous dire exactement il faut manger ci, il faut manger ça. Bien s'alimenter, ça permettra d'optimiser la cicatrisation. Ça permettra aussi de préserver votre masse musculaire et d'éviter que ça soit une perte de poids essentiellement avec une perte de muscle. On sera là aussi pour prévenir et limiter les risques de dénutrition et de complications. Si on vomit, si on n'est pas vigilante sur l'équilibre alimentaire, on peut avoir des risques de dénutrition qui après peut avoir des conséquences graves. Et on sera là surtout pour améliorer le confort du patient.
Comment ça se passe, la prise en charge diététique? Diana, je peux avoir la deuxième diapo, s'il te Bien plaît? sûr. Merci. C'est une prise en charge qui est personnalisée. On prend en compte votre mode de vie. Quelqu'un qui travaille 2 jours ou qui travaille de nuit, quelqu'un qui est divorcé, qui est mère isolée. On ne donnera pas les mêmes conseils à chacun. Moi, je prends beaucoup en compte vos plaisirs aussi. Si quelqu'un a son petit rituel de manger, par exemple, on parlait de tout à l'heure du chocolat, bon, on gardera ce plaisir-là parce je pense qu'avant tout, que l'alimentation doit rester un plaisir et non une contrainte, surtout si vous voulez que les effets soient sur du long terme. On prendra aussi en compte tout ce qui est temps libre pour essayer de mettre en place notamment, par exemple, une marche, mettre en place des petites choses pour optimiser aussi cette perte de poids et faire en sorte de prendre des bonnes habitudes. Et les objectifs qui seront donnés, ce ne sera pas les miens, ce sera les vôtres et on va essayer de faire en sorte que les objectifs soient atteints petit à petit et tout en respectant votre mode de vie, le plaisir et le temps libre. Donc, on se rend compte que quand on vous rencontre la première fois, comme disait Viana, vous avez fait de nombreux régimes et des fois, vous avez même une connaissance qui est, on va dire, plus importante que moi j'ai. Donc, en fait, moi, ce que je pars, c'est qu'on essaye de travailler vraiment sur les cognitions, essayer de faire en sorte de se dire, bon, bah, OK, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, essayer de faire en sorte que du coup l'alimentation soit équilibrée, mais surtout que toutes les notions qu'on va vous amener restent dans le plaisir et la mastication. Diana vous a expliqué qu'après l'intervention, vous avez plusieurs phases et c'est vrai que la mastication, par exemple, est un travail qu'il se fasse en amont pour éviter tout ce qui est vomissement, pour éviter tout ce qui est contrainte. Donc, du coup, le travail se fait en amont sur l'équilibre alimentaire, le plaisir et la mastication. Et si on associe ces trois notions, la perte de poids se fera, on va dire, de façon naturelle, sans contrainte et dans la durée. Vous allez me dire que du coup, ok, manger liquide par exemple ou mixer, c'est que des légumes, c'est que des soupes, c'est pas que. Donc nous, on est là aussi pour vous donner des astuces pour cuisiner, donner des astuces aussi à vos conjoints qui vont vous aider dans cette phase-là pour que ça soit pas non plus une contrainte si par exemple vous avez 4 ou 5 enfants à faire manger en même temps. On va essayer de faire en sorte que l'évolution se fasse, on va dire, de façon juste, sans louper des étapes, pour éviter justement que ça soit une contrainte sur du long terme. Et les astuces, c'est autant pour vous, pour votre quotidien, pour le travail, pour les personnes qui vivent avec vous. Donc là, c'est quelques petits exemples aussi pour que pas non plus que, on va dire, le plaisir passe par les yeux aussi. Quand on me dit que je vais manger une purée de pommes de terre, on s'imagine un gros pâté dans une assiette. Donc, on va essayer de faire en sorte aussi que le plaisir, ça soit aussi olfactif. Donc, du coup, on va vous donner plein d'astuces pour que vous puissiez, que le repas après l'intervention ne soit pas une contrainte. Donc Diana a insisté par rapport à ça, mais du coup le suivi c'est pas que 1 ou 2 mois après, c'est vraiment sur plusieurs mois, parce qu'il faut bien imaginer qu'une contrainte peut-être n'a pas été évoquée avec soit la psychologue ou soit avec la diététicienne, mais il peut y avoir des contraintes qui peuvent s'ajouter aussi parce que la vie n'est pas linéaire, notamment là on a eu avec le confinement, il peut y avoir un décès, il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver. Donc, du coup, le suivi est vraiment très important pour que la moindre contrainte, nous, en tant que professionnels, on puisse vous donner les conseils et les astuces nécessaires pour que le poids soit durable. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question qui peut être pour toi, Bérangère, mais aussi pour le docteur Costil. Quel est le suivi dans la première année pour la sleeve? Donc, ça peut être médical et aussi nutritionnel, du coup, les rendez-vous à prendre, tout ça.
Alors, après, peut-être que Viana me dira peut-être le contraire, mais moi, je pars du principe que quand on n'a pas atteint son objectif de base, tant qu'on n'a pas stabilisé le poids, tant qu'on sent qu'il y a un petit peu, on va dire, des choses à travailler, on n'aura pas, peut-être qu'une personne, ça sera 6 mois, peut-être qu'une autre personne, ça sera 1 an, peut-être qu'une autre personne, ça sera que 3 mois. En fait, ça sera en fonction de l'objectif, en fonction du travail comportemental qu'il peut y avoir. Il n'y a pas forcément de chiffre exact. Et du coup, pour vous, le docteur Costil, les patients doivent revenir combien de fois après? Alors, en fait, moi, je vois beaucoup les gens avant. Enfin, beaucoup. Je les vois 2 fois avant, je les vois. Et puis, je fais la procédure. On est très présent. Je les revois juste après une sleeve. Je les revois en général un mois et demi après, avec un bilan pour voir qu'il n'y a pas de carence nutritionnelle. Hein, un bilan que Jennifer vous aura donné avant l'intervention, mais que vous devez faire 15 jours avant la consultation, hein, avec des vitamines, etc. Même si je vous en donne, on préfère être sûr. Et après, je vous revois tous les 2-3 mois, pendant une petite année, on va dire. C'est ça qui est recommandé. Alors, pourquoi je vous revois après? Moi, je vous revois pour synthétiser si tout se passe bien après. Parce que les complications, c'est au début. Alors, évidemment, vous m'appelez quand vous voulez, quand il y a un problème. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Si vous avez mal, ça ne va pas, bon, ça, c'est autre chose. Mais les choses standardisées, quand tout va bien, voilà, c'est ça. Une fois après un mois et demi, après tous les 2-3 mois. Et en fait, l'intérêt quand je vous vois, c'est de voir si tout se passe bien au niveau de comment ça se passe. Je vous rassure, souvent il y a des inquiétudes. Ah ben ça, par exemple, j'ai mangé, j'ai eu mal, est-ce que c'est grave, etc. Au début, là, le premier mois, il y a beaucoup de questions. Et puis après, le vrai relais, moi, je suis là pour vous aider, vous recadrer, calmer vos inquiétudes, etc. Mais le vrai travail, il se fait avec la diététicienne, comme dit très justement Bérangère. Et moi, pour moi, un suivi avec une diététicienne, c'est au moins 2 fois par mois. C'est 2 fois par mois le temps qu'il faut, comme dit Bérangère. Parce que c'est de vous dont il s'agit. Hein. Nous, la technique, elle est faite. Hein. Une fois que c'est cicatrisé, c'est cicatrisé. Hein. Il n'y a pas de. Mais ce qui compte maintenant, c'est de perdre du poids et de ne pas en reprendre. Donc, c'est le suivi. Et s'il y a besoin d'un suivi psychologique, de temps en temps, le psychologue vous dit, ça sera bien qu'on se revoie. Ou vous n'êtes pas allé là pour ça. Donc, vous n'allez pas y aller maintenant parce que vous dites, bah non, voilà. Mais quand les gens ils voient qu'ils perdent et qu'à un moment donné, ça se bloque ou qu'ils voient que, ils ont eu l'information et ils retournent peut-être voir la psychologue aussi. Il ne faut pas la négliger de temps en temps. Hein. La psychologue, elle n'est pas là pour dire vous êtes déprimé, vous êtes boulimique, vous êtes si. Elle est là pour vous aider dans vos rapports émotion-nourriture si c'est besoin, si la diététique comportementale ne suffit pas. Donc en fait, comme dit très justement Bérangère, le suivi, il est personnalisé le temps qu'il faut. Et effectivement, il y a des gens, là, la dame dont je vous ai parlé, Caroline, après 4 mois, sa diététicienne lui a dit, je crois qu'elle était à Méthode Co, elle lui a dit, bon, eh ben, on se revoit qu'une fois tous les 2 mois, mais si ça va pas, vous me rappelez. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, elle appelle quand elle a une inquiétude. Voilà. Après, il y en a d'autres, c'est plus long. Et ça dépend des problèmes qu'on a au départ aussi. Après, moi, je pars du principe aussi que des fois, les patients ont beaucoup de questions, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et des fois, c'est plus facile aussi d'en parler à la diététicienne qu'au médecin parce que ben, du coup, par rapport, peut-être ils ont peur de gêner, ils ont peur de poser une question, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un coaching. Les patients, bon, la façon moi que je prends en charge, hein, bien sûr, on est là pour vraiment vous soutenir, que la moindre inquiétude, eh ben, on est là pour vous rassurer, parce que du coup, ce qu'il faut penser, c'est que le stress peut être aussi un facteur de vomissement. Alors, si en plus de ça, si on ne répond pas forcément à vos questions et qu'en plus de ça, vous ne sentez pas épaulé, c'est sûr que le résultat ne sera pas, on va dire, positif. Donc, vraiment, comme disait Viana, 2 fois par semaine, voire des fois plus, hein, pour des personnes qui ont besoin de ça. Mais elles sont contentes, les patientes, la plupart du temps, parce qu'elles se disent, ah, c'est bien. Là, j'en ai eu peut-être besoin de plus, mais au moins, j'ai eu toutes mes questions, ça se passe bien, j'ai pris toutes mes bonnes habitudes. Mon mari est rassuré parce que ben, il sait ce qu'il faut qu'il me cuisine quand je suis au travail, etc. Donc, voilà, on ne peut pas forcément vous dire un tel, c'est tant de rendez-vous, parce que ça sera en fonction de comment vous allez vous impliquer aussi dans votre prise en charge. Vous allez être acteur de cette prise en charge. Donc, si vous voulez vous donner toutes vos chances,
il faut savoir le besoin dont vous avez. Et donc ça se fait au fur et à mesure qu'on a nos consultations. Alors, on a parlé aussi pour le ballon et la sleeve qu'il fallait voir donc psychiatre, nutritionniste. Mais est-ce que les patients, que ce soit pour le ballon ou la sleeve, doivent avoir un accord de leur médecin traitant? Non, pas forcément. Non, non. Après, si votre médecin traitant est appliqué, c'est mieux, c'est bien, très bien, parce qu'il vous connaît tout. Mais non, on n'a pas besoin de l'accord du médecin traitant. Alors, il y a une question aussi pour Alors, Bérangère. Oui. juste avant la question, je voulais juste te dire une précision. En fait, Bérangère a dit 2 fois par semaine, c'est 2 fois par mois quand même, hein. Oui, 2 fois par mois, oui, pardon. Parce que 2 fois par semaine, là, ça devient un peu. Et puis, une dernière chose avant de passer à la question que je voulais dire, parce que c'est quand même une inquiétude pour les patients, et je pense que Bérangère aussi l'entend. C'est pas parce que vous allez faire une scie, poser un ballon, que vous allez passer au brocoli, au truc, le régime diète, que des trucs là, que des trucs sans machin. Non, l'idée, et elle l'a bien expliqué, Bérangère, mais je le redis, vous pourrez manger un jour des pâtes, peut-être pas les premiers jours à la carbonara, mais c'est en petite quantité pour faire plaisir. Bien sûr. Il faut se faire plaisir. Il n'y a pas de perte de poids durable sans se faire plaisir. Donc, le but, c'est pas de passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, maintenant, ça y est, je rentre. Parce que quand les gens viennent me voir, ils me disent bon, je veux poser un ballon. Je dis oui, qu'est-ce que vous attendez du ballon? Ça fait partie des questions que ah ben j'attends de faire le plus possible. J'ai mangé peu, et puis je vais bien maigrir. Après, je serai bien. Non, non. Vous allez manger pas la plaquette de chocolat, mais vous pouvez manger votre carré de chocolat, mais vous allez manger de tout sans restriction, mais de façon en quantité adaptée. Quelle que soit la raison pour laquelle vous les preniez en grande quantité, il va falloir la trouver et gérer ça. Mais on ne va pas se retrouver aux endives et aux brocolis. Hein. D'accord. Après, c'est une question d'équivalence qu'on travaille aussi ensemble. Notamment, par exemple, moi, j'ai une patiente, là, pas plus tard qu'hier soir, elle m'a contactée pour me dire, Bérangère, c'est l'anniversaire de mon mari, il adore les tartes tropéziennes, est-ce que je peux manger un gâteau, une part de gâteau? Bon, ce n'est pas une patiente qui vient de se faire opérer la semaine dernière, hein, mais qui a déjà perdu du poids, etc. Oui, ok, une part de gâteau. Après, c'est savoir comment composer son repas à côté pour que ça reste quand même équilibré, que du coup, il n'y ait pas non plus un pic de poids, parce que ça peut être aussi considéré comme un échec auprès de la patiente. Mais du coup, ah non, non, non. Il y aura vraiment cette notion de plaisir. Alors, c'est sûr, pas tous les jours non plus, parce qu'il faut quand même, on va dire, rester dans le raisonnable. Mais travailler un comportement alimentaire, c'est aussi se dire, mon plaisir, c'est quoi réellement? Est-ce que je me fais plaisir parce que c'est sur la table, parce que par exemple, c'est ma belle-mère qui me l'a cuisiné et j'ose pas lui dire non? Ou est-ce que réellement ça me fait plaisir et quand je vais le manger, je vais ressentir un bien-être? Donc ça aussi, c'est un travail qu'on travaille ensemble aussi pour essayer de réellement quelle est la définition du plaisir, pour aussi faire en sorte que des habitudes alimentaires ne soient pas considérées comme un plaisir, mais plutôt peut-être comme une mauvaise habitude. Donc non, non, il n'y aura pas que des brocolis à l'eau ou des endives, etc. Hein. Alors, il y a une question aussi sur le coût du suivi par la diététicienne, du coup. Alors, je ne sais pas si, alors évidemment, si c'est une diététicienne personnelle, ça, on ne pourra pas répondre, je suppose, mais par rapport à la méthode Co. Méthode Co fait des abonnements, en fait. Bon, il y a des bilans. Il y a un bilan pour les ballons lessives avec ou sans consultation psychologique, où il y a 4 consultations, je crois. Attendez, on va y passer. Ça va nous permettre de faire la transition. Et donc, dans ce bilan pré-sleeve ou même pré-chirurgie pour les gens qui vont se faire opérer, mais sur pré-sleeve endoscopique et pré-ballon, il y a 4 consultations. En général, les gens font un bilan avec la diététicienne, un bilan avec la psychologue. Et ils font en général les consultations, les autres 2 consultations de diète, soit avant, soit juste après la pause, et puis après. Et donc ça, c'est un budget qui est à peu près 250 € ou 290 € pour l'ensemble. Ça, c'est pour le bilan. Après le suivi, il y a des abonnements qui se font sur 6 mois, où il y a soit 2 consultations par mois de diététique, soit 2 consultations par mois de diététique, plus une consultation d'activité physique, et suivant, c'est entre 99 € par mois. Voilà. Donc, en fait, il faut que vous allez sur le site Méthode Co, qui vous donne toutes les informations. Mais effectivement, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, parce que ce sont c'est des professionnels de santé qui sont des paramédicaux.
Après, votre mutuelle, si elle rembourse une consultation diététique, bah, vous envoyez une facture, je crois, à Méthode Co. Il peut toujours, comme une diététicienne en ville, en fait. En ville, les mutuelles, souvent, remboursent 1 à 2 consultations. Je ne sais pas, Bérangère, en général, c'est 1 à 2 consultations par an, non? Ça dépend des mutuelles, en fait. Ça dépend des mutuelles, de la prise en charge des mutuelles, parce que des fois, c'est la même notion que l'ostéopathie. Donc, ça dépend des mutuelles. Il y en a des patients qui se font rembourser à chaque consultation. Il y en a où c'est à hauteur de 1 fois par mois, 1 fois par an. Il n'y en a pas du tout. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est en ville que votre diététicienne ait bien un numéro d'ADELI. Parce que du coup, c'est ce numéro d'ADELI qui, si la mutuelle peut rembourser, sera demandé. Voilà. Autre question, Jennifer? Oui, là, c'est une pour vous. Concernant ballon ou sleeve, y a-t-il une fibroscopie qui est faite avant ou après, ou les deux? C'est une bonne question, effectivement. Pour un ballon, moi, je fais la fibroscopie juste avant la pose du ballon. Ça veut dire que, parce que bon, il y a quand même rarement des contre-indications, on élimine un ulcère, on élimine certaines choses quand même. Si jamais je vois qu'il y a une contre-indication, je ne pose pas le ballon, je traite et je reporte. Mais les patients sont prévenus. Je leur ai dit, pour leur éviter de faire deux gestes avec éventuellement anesthésie, je la fais juste avant. Et comme ça, de temps en temps, effectivement, une jeune femme qui, par exemple, prend des anti-inflammatoires pour des règles douloureuses, arrive de trouver une ulcération en faisant la fibro. Là, je dis, là, ça ne va pas le faire, parce que si je pose un ballon et que l'estomac se contracte dessus, on risque de creuser l'ulcère, de retirer le ballon dans une semaine. Ça m'est déjà arrivé une fois dans ma carrière, donc je ne recommence pas un truc pareil. Et puis, il y a un risque de perforation. Donc, non, là, oui. Mais par contre, c'est quand même très rare que je ne le pose pas. Disons que ça m'arrive sur une année, allez, 5-6 fois. Quoi. Sur l'ensemble des ballons, j'en pose quand même pratiquement 2 à 3 par semaine. Donc, du coup, la fibro est faite juste avant et on pose le ballon dans la foulée. Quand c'est une sleeve gastroplastie, c'est un petit peu différent parce que quand on habite loin, en étranger, en province, ça m'arrive de le faire. Mais le problème, c'est que si je dis à une sleeve, ah ben là, j'ai trouvé un truc, là, votre anatomie ne me permet pas de faire ce que je veux, c'est rare, mais ça existe quand même de temps en temps, même si c'est exceptionnel, où il y a une inflammation importante de l'estomac, même si vous n'avez pas des si grosses douleurs. Et du coup, on va reporter. Alors là, c'est plus compliqué parce que quand on fait un arrêt de travail d'une semaine qu'on a prévu avec sa famille, les enfants, le machin, de s'arrêter et tout, puis qu'on vous dit ah ben non, qu'on ne fait pas la procédure, là, les gens, c'est plus compliqué, puisque l'arrêt de travail du ballon, c'est quand même que 2-3 jours, c'est pas pareil. Donc en général, les sleeves, on les fait entre 1 semaine et 3 semaines avant pour traiter s'il y a quelque chose à traiter avant. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Ça dépend des gens. Simplement, il faut accepter, si vous décidez de la faire juste avant, que si je trouve que moi, en tant que médecin, je me dis ah ouais, non, ça ne va pas le faire là, je ne peux pas la faire aujourd'hui, on reporte. Voilà. Mais il y a toujours une fibroscopie avant, bien sûr. Et puis la fibroscopie, elle permet de faire les gestes. Donc forcément, on la fait, quoi. Pas d'autres questions? Très bien. Donc là, vous aviez, merci beaucoup Bérangère en tous les cas. Donc Méthode Co, elle vous propose, pour répondre à la question de la personne qui a posé, en fait, c'est une approche où il y a à la fois des consultations d'équilibrage alimentaire, d'activité physique, de thérapie comportementale quand c'est nécessaire. Après, vous pouvez choisir vos intervenants. Si vous avez une diète avec qui ça s'est bien passé, vous la prenez uniquement elle dans les abonnements. Sinon, on peut changer de diète, il y en a plusieurs. Il y a des objets connectés. Alors ça, c'est vous qui devez maintenant, parce que c'était compliqué. Au début, je crois qu'ils ont prêté, puis comme ils étaient toujours détériorés, c'était compliqué. Et puis, vous en recevez un programme personnalisé, on vous envoie des conseils. Vous n'êtes pas tout seul, quoi. Donc, c'est pas mal. Et puis, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Donc, ça, c'était pour Méthode Co. Voilà, moi, j'ai un petit peu terminé, moi, en tous les cas, sur tout ce que je peux vous dire, mais je suis vraiment à l'écoute de toutes les questions, si vous en avez encore. Voilà. De toute façon, cette réunion, on va il y en a déjà une, je ne sais pas si ce sera celle-là, mais il y a déjà une réunion sur YouTube qui permet de revoir s'il y a des choses, puisqu'on dit beaucoup de choses en peu de temps. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Bon. La seule chose que moi je peux dire, c'est qu'au niveau des consultations, on est disponible sur Doctolib et aussi par téléphone, mais j'ai déjà remis l'adresse, le téléphone dans la bulle de discussion. J'ai mis aussi le lien de Méthode Co et qu'on reste à votre disposition, même par téléphone. Vous avez le numéro dans la petite bulle de discussion. Donc, alors, dès lundi, je suis disponible. Jennifer a raison de vous le dire, parce que quand on va sur Doctolib, les rendez-vous sont assez longs. Parce qu'il y a pas mal de demandes, finalement, de gens. Puis je suis quand même bon. Donc, en fait, quand on appelle Jennifer, elle a des plages en plus.
Donc, ça permet quand même d'optimiser parfois dans les délais. Voilà. Et puis, bon, de toute façon, elle vous sera en contact avec elle parce qu'elle vous envoie tous les documents. En général, moi, quand je vois les gens en consultation, c'est ça qui s'occupe de toute la partie administrative. Donc, vous aurez affaire à elle assez fréquemment pour tous les documents, pour les questions à poser, etc. Voilà, qu'elle me transmet. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je remercie tout le monde d'avoir été présent à cette réunion. Je suis ravie d'avoir pu la faire avec vous. J'espère qu'elle vous a apporté les informations que vous attendiez. Et je remercie aussi Bérangère et Jennifer. Et puis, je vous dis bah, à bientôt peut-être. Voilà. Très, très bon week-end à vous ensoleillé. Hein. Voilà. Au Bon revoir. week-end, au revoir. Au revoir.